Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine, un hors-série. J'ai le plaisir de recevoir Édouard Belliard. Bonjour Édouard. Bonjour Karine. De Meria. Nous allons parler justement à vous, les CGP, persuadés justement que c'est encore plus que jamais le moment de diversifier son portefeuille, de diversifier ses allocations. Vous allez voir que la société que je vous propose aujourd'hui est clairement une société sur laquelle il faut s'arrêter et se concentrer et écouter ce podcast. Comme d'habitude, si vous avez aimé le podcast que je vous propose, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Édouard, on va commencer à balayer ton parcours et comprendre justement ce que vous faites chez Meria, l'ADN et les valeurs. Je sais que en ce moment, la croissance est très active, vous cartonnez, vous faites une super année. C'est vrai. Mais avant, on va revenir un petit peu sur ton parcours à toi pour comprendre la cohérence justement avec aujourd'hui ta présence au sein de Meria. T'es fondateur, cofondateur chez Meria ? Non, je fais pas partie de l'équipe justement qui a cofondé. Ouais. Mais par contre, je les ai rejoints il y a un peu plus de 2 ans sur des postes clés justement pour la partie développement, avec évidemment cet objectif d'être associé un jour. Mais non, l'équipe de fondateurs est composée de 3 personnes, 3-4 personnes d'ailleurs, qui ont commencé l'aventure il y a un peu plus de 7 ans. Maintenant et ils ont commencé très jeunes puisque ça reste une société qui est jeune, donc il y a beaucoup de personnes, enfin quelques personnes qui sont venues ensuite structurer avec des profils un peu plus seniors justement, chacun sur leur partie et donc c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui une grosse cinquantaine, donc on a bien progressé ces dernières années, mais voilà. Alors, tu es arrivé à Paris à l'âge de 19 ans après le bac, parce que tu es originaire d'où ? De Rouen, c'est ça ? C'est ça, oui, Rouen, Normandie. Normandie, ah, quelle belle région. C'est vrai. J'adore, j'y vais ce week-end justement. Tu as fait une licence Sciences Po éco-gestion. J'ai envie de te dire, avec un père dans les assurances et indépendant, tu avais déjà un petit peu le sens de la finance, ou en tout cas une certaine éducation financière. Oui, un petit peu. Après, ça a mis un peu de temps à émerger, on va dire, dans mon esprit. En tout cas, je m'y suis passionné un peu sur le tard. Après le bac, qui était un bac général, je me suis orienté vers une licence qui était aussi générale, une double licence même. Et c'est vrai qu'après cette licence, j'étais aussi encore un peu perdu, mais j'avais cet attrait pour les matières financières, pour l'investissement de manière générale, mais sans savoir trop encore vers quoi m'orienter. C'est après en M1 et en M2 que j'ai commencé à me spécialiser, et une fois que j'ai trouvé vraiment ma voie en M2, j'ai décidé de refaire un master complémentaire plus orienté finance de marché cette fois-ci, plus orienté vers l'investissement, parce que j'ai finalement ce biais un peu plus intéressant sur les investissements alternatifs. Et pour autant, tu étais encore plus paumé en fait au terme de ce master, c'est ça ? Pas au terme du dernier master, non. Le dernier master, il est vraiment venu confirmer, il est vraiment venu rattraper ces années où j'étais un peu perdu. Okay. Et c'est ce qui m'a complètement drivé ensuite pour le reste de ma carrière, où ensuite je me suis orienté vraiment vers les métiers de l'investissement, la banque privée, sur des profils justement high net worth et ultra high net worth. Donc l'idée, c'était vraiment, ça m'amusait beaucoup de travailler sur des patrimoines financiers qui étaient conséquents, avec une vraie dimension conseil auprès des clients. À l'époque, justement, les banquiers privés avaient cet avantage de pouvoir faire beaucoup de conseils sur les actifs qu'ils recommandaient. Ça, c'est un peu... Pourquoi tu dis à l'époque ? L'époque, c'est avant MiFID, où on avait beaucoup plus de liberté finalement dans le conseil. On pouvait aller chercher des produits un peu partout, d'autres maisons. Après, avec MiFID, il fallait davantage recommander des produits qu'on avait dans sa maison, justement. C'était plus muselé, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, c'était beaucoup moins marrant. Enfin, pas marrant, mais c'est juste qu'on répondait moins, je trouve, aux attentes du client, et il y avait plus cette valeur ajoutée qu'avait le banquier privé à l'époque, parce que du coup on se reportait beaucoup sur le pôle asset management, ou sur le pôle société de gestion, et donc il y avait moins cette dynamique. Donc c'est ça qui m'a un peu déplu sur la fin. Et puis comme j'étais assez branché investissement alternatif, parce que j'avais fait ma thèse à la fin de l'ESCP justement sur l'introduction des cryptoactifs dans de la gestion de portefeuille traditionnel, et bien je trouvais qu'effectivement j'étais un peu perçu comme un ovni aussi en banque là-dessus, parce que la classe d'actifs n'avait pas du tout bonne réputation à l'époque. Elle commence à en avoir une justement un peu plus légitime aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas le cas.
Alors on va le voir, hein, tu as toujours été persuadé d'un pouvoir de cette fameuse diversification dont je parlais dans mon intro, puisque Meria, vous êtes spécialisée dans les cryptos. Tu t'es toujours dit qu'il y avait une passerelle possible à faire entre les cryptos et un portefeuille traditionnel, en gros. C'est ça? Ouais, exactement, c'était ça. En fait, dans ma thèse, justement, j'avais fait des simulations à l'époque où, en introduisant une petite partie de Bitcoin, donc ça remonte à 2017 déjà, mais en introduisant une petite partie de Bitcoin, finalement, on se rendait compte que le portefeuille, la volatilité n'augmentait pas forcément, mais le rendement, lui, augmentait considérablement. Alors après, toute chose égale, effectivement, il faut juste dire que c'était 5% de diversification. Évidemment, il ne faut pas s'exposer 100% en crypto, mais voilà, il y avait un vrai pouvoir de diversification. Ça a amélioré considérablement le rendement. Et donc, je me suis dit, effectivement, cette classe d'actifs, elle va avoir un pouvoir un jour ou l'autre, une fois qu'elle sera acceptée. Elle devra faire partie d'une allocation globale. Il y avait un pouvoir, mais il n'y a pas d'offre, en fait. C'est un petit peu ça, ce que j'entends chez toi. Oui. C'était encore sulfureux à l'époque, il n'y avait pas encore les plateformes qui existaient. Et puis surtout, c'est que la finance... C'était pas encore très réglementé, c'était plus... Surtout en 2017, on n'avait pas encore de réglementation. Voilà, c'est ça, exactement. C'était pas vraiment encadré, là, ça le devient un petit peu plus. On commence un petit peu à parler crypto comme une façon un petit peu maintenant de pouvoir penser, mindsetter. Et puis, bien sûr, ça se démocratise énormément, avec notamment l'adoption dans certains pays comme le Salvador, comme monnaie nationale. Et puis aussi, bien sûr, les fameux ETF qui se généralisent et vont vers les cryptos. Et puis, de plus en plus de banques qui maintenant commencent à construire leurs offres autour. Toi, tu as vu en 10 ans ce prisme évoluer, les mentalités évoluer. Est-ce qu'il y a encore du boulot ? Il y a encore beaucoup de boulot. Ouais. Il y a encore beaucoup de boulot. Ça a bien évolué. Comme tu le disais justement, il y a eu la dimension ETF qui est venue légitimer complètement l'industrie. Même si... Mais c'est récent. Oui, c'est récent. Mais ces produits-là sont moins récents. Enfin, ils sont plus anciens en Europe. Ils existaient déjà. Il y a des ETP qui existent en Europe, qui sont cotés, où il y a des sociétés qui en proposent justement. Donc en fait, on avait déjà ces produits-là sous le nez en Europe, mais on ne s'en rendait pas compte. On a, en termes de culture financière, peut-être un peu de retard par rapport aux États-Unis, qui sont plus engagés finalement dans l'adoption de ces nouveaux produits. Après, effectivement, quand il y a un BlackRock qui pousse derrière ou un Fidelity, c'est plus facile. Mais voilà, en tout cas, ça a ouvert une porte, ça a amené beaucoup de liquidités sur ce marché, donc forcément, c'est venu stimuler complètement le prix du Bitcoin. C'est en train de devenir la même chose pour l'Ether, puisque la première phase a été acceptée. Mais en revanche, voilà, on se rend compte aussi peut-être que le retail aujourd'hui se dit que c'est peut-être déjà trop tard, puisque les prix sont déjà très élevés sur Bitcoin et Ether, mais on a juste changé de paradigme. En fait, on n'est plus dans juste des volumes apportés par le Web3 ou par quelques instits. On est vraiment rentré dans une dimension où normalement les ATH qui ont été atteints devraient être cassés, et donc ouvrir une nouvelle ère justement de la crypto. Et à l'inverse, les altcoins, eux, suivront ensuite derrière. Alors, tu connais les freins des CGP, mais pas que, aussi des investisseurs finaux, plus particuliers que B2B d'ailleurs, puisque le B2B a peut-être plus d'éducation, en tout cas plus de culture par rapport à justement cette classe d'actifs. Et puis, il y a peut-être aussi plus un challenge entrepreneurial avec un esprit risqué. Le frein, moi, en tout cas, des CGP que j'ai à mon micro, c'est il y a un manque évident, une lacune monstre en termes de formation, d'approche, donc de savoir conseiller. Ça, c'est mon premier point. Et tu vas répondre justement à cette question, qu'est-ce que Meria offre ? Et on va le voir, hein, vous offrez justement un fameux livre blanc et des formations. Ouais. Mais aussi, alors tu parlais de liquidité. Alors c'est vrai que ça peut être une classe d'actifs très intéressante, surtout par les temps qui courent pour avoir un peu de liquidité. Mais en même temps, il y a cet aspect aussi un peu sulfureux. On paye un peu tout, dont parfois même des choses pas très catholiques via les cryptos. Et donc il y a un petit peu elles sont pénalisées par une mauvaise réputation. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, toi ? Effectivement, c'est les principaux arguments qu'on entend souvent de la part des personnes qui ont pas pris le temps sincèrement de s'y intéresser, parce que c'est effectivement la réputation sulfureuse que la crypto avait à l'époque, qu'elle continue d'avoir aussi. Après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, l'aspect réglementaire a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a une traçabilité des fonds que nous, on applique durablement. On est quand même une société qui aujourd'hui est auditée par l'AMF et la CPR, donc on remplit les mêmes. Et puis avec Mika qui arrive, peut-être qu'on y reviendra plus tard, on a aujourd'hui des obligations qui sont proches de celles d'une institution financière traditionnelle.
Donc, effectivement, dans d'autres pays qui sont peut-être moins régulés, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, le cadre réglementaire fait qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de protéger l'investisseur, justement de ne plus avoir ce côté sulfureux, d'intégrer vraiment la crypto comme une classe d'actifs. À part entière. À part entière, exactement. Si on doit, enfin voilà, j'imagine que le dollar aussi a un passé sulfureux avec différents, on s'en sert aussi beaucoup pour des activités criminelles. Donc voilà, je trouve que c'est un peu réducteur justement de mettre la crypto sur le même plan. Mais si tu es là, c'est pour répondre oui, à voilà, tout exactement. ça, en fait. Mais c'est juste qu'elle Donc, est moins contrôlée, elle est moins centralisée, et donc forcément, pour beaucoup de gens, c'est comme il n'y a pas une entité derrière, une entité centralisée que tout le monde connaît, qui est installée depuis très longtemps, ça peut... et je comprends cette inquiétude, mais c'est normal, le marché est encore très jeune, hein, on est sur une quinzaine d'années, donc forcément on n'en est qu'aux prémices, mais ça va aussi à une vitesse hallucinante, puisque on est déjà en train de réguler un marché qui est extrêmement jeune, et donc on l'a bien fait en Europe, ça commence à se faire aux États-Unis également, et donc voilà, ça a même intégré des sujets politiques aujourd'hui dans des campagnes présidentielles. Tout le monde en parle, et donc c'est ce qu'attendent les investisseurs, à la fois particuliers, donc ceux qui viennent des CGP, mais aussi des institutionnels, avoir un cadre plus sécurisant pour pouvoir investir en crypto. Mais donc, tu parlais des sujets politiques, c'est intéressant parce que en fait le Front populaire est pour et contre, mais limite plus pour que les autres partis. Enfin, en tout cas, évidemment, je parle du parti d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que pour le Front populaire, il y a quelque chose de l'ordre de la révolution. Donc il y a quelque chose de voilà, exactement, du populisme. Et donc il y a un petit peu, mais ça va avec toute la légende de Satoshi. Donc j'ai envie de te dire, c'est quelque chose d'un point de vue humanitaire qui rentre un petit peu dans nos mindsets. Donc ça, c'est intéressant chez les cryptos. Et puis surtout, ça a été une année assez décisive, assez importante. On est passé d'un crypto winter à un crypto summer cette année, avec une année catastrophique l'année dernière, où en fait, on a donné raison malheureusement à tous les détracteurs des cryptos. Et puis finalement, tout est revenu. Et puis il y a eu ce fameux halving. Donc on peut se dire que cette année a peut-être été une année importante pour les cryptos, ce qui a permis notamment avec les 2-3 ETF, tu en parlais sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. J'ai moi le sentiment qu'on a passé un cap, même si les cours des cryptos sont toujours très fluctuants et on voit encore sur les marchés cette semaine, on a passé un cap sur le fait, comme tu le disais, que maintenant c'est là, c'est instauré, et on doit tous y aller. Mais alors pourquoi on n'y va pas encore tous ? Et déjà, est-ce que tu peux revenir sur la répartition qui pour toi te semble opportune d'un investissement particulier ou B2B qu'on doit faire? C'est quoi ? C'est de l'ordre de 5% de son épargne ? C'est ça, Est-ce que ça te va, ça ? Oui, ça me va très bien. C'est exactement ce qu'on recommande. C'est ce que les CGP recommandent également à leurs clients. Et puis je reviens à ta question précédente qui était de pourquoi est-ce que tout le monde n'y va pas aujourd'hui. Et ça revient à la question de tout à l'heure qui est qu'il y a un manque évident de formation. Aussi un manque évident de culture un peu financière. On apprend moins ça effectivement dans notre parcours scolaire, et puis notre système est fait de telle sorte finalement qu'on ne s'intéresse pas forcément aux questions financières, et donc c'est vraiment ce biais-là qu'on a décidé de prendre aussi chez Meria, c'est-à-dire on savait que l'adoption passerait par la formation, et ça fait 2 ans qu'on bosse dessus de manière assez intensive. Donc tu le disais à la sortie du livre blanc, mais on a aussi co-créé une formation e-learning dédiée au CGP. Alors formation validante DDA qu'on a co-créé avec un organisme traditionnel qui s'appelle Collegium Ingénierie, qui est assez reconnu justement sur la place pour ses formations. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter cette information qui manque, parce qu'on est dans un marché qui est extrêmement vaste. Tout bouge très vite, on peut lire de tout et n'importe quoi sur Internet au sujet de la crypto, et donc avoir un condensé d'informations qui est juste, qui est vérifié, et qui surtout indique au CGP qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que vous avez le droit d'en conseiller ? Oui, parce que ça rentre dans les autres activités de gestion de patrimoine. Est-ce que vous avez le droit de percevoir des rétrocommissions sur les actifs ? Oui, parce que ça rentre également aussi dans vos activités. Mais c'est vrai que le cadre n'est pas encore complètement défini. On attend encore justement de la part des chambres aussi qu'elles poussent sur ces sujets-là, mais aussi côté réglementation. Est-ce que les CIF devront un jour être PSAN, donc prestataires sur actifs numériques, ce que Meria est, ou est-ce qu'ils pourront donner du conseil et indiquer un PSAN à leurs clients, donc PSAN as a service finalement, et donc pouvoir les orienter vers un acteur qui pourra ensuite s'occuper de la diversification. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est
intégrer les CGP à cette gestion, puisque comme pour tous les autres investissements qu'ils proposent à leurs clients, tout ça part d'une stratégie globale. Et donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer aussi la crypto dedans. Je trouve ça un peu dommage quand on a des CGP qui nous indiquent juste leurs clients, leur disant écoutez, voilà, vous êtes un acteur de confiance, j'ai un client qui est intéressé, mais moi je ne veux pas forcément suivre parce que j'ai pas la capacité de le faire. Voilà. Alors parlons maintenant de Meria, essayons de comprendre justement la genèse de cette boîte. Toi, tu es arrivé chez eux en 2022, directement à ton poste actuel ? Oui, non, alors j'ai plutôt commencé sur un poste de senior. En fait, j'apportais vraiment, on va dire, un côté finance traditionnelle qui ne connaissait absolument pas justement à ce moment-là, enfin qui commençait à développer, puisqu'il y avait déjà eu des développements de partenariat avec certains CGP qui étaient précurseurs sur la classe d'actifs, mais il n'y avait pas encore d'équipe commerciale à proprement parler. Meria est une plateforme d'investissement qui permet d'acheter, vendre, stacker des crypto-monnaies. Désolé pour le vocabulaire, mais voilà, il y avait surtout une équipe qui accompagnait les clients lorsqu'ils avaient besoin d'avoir des informations sur tel ou tel actif, mais c'est pas du développement commercial à proprement parler, puisque quand on est une plateforme, finalement, les investisseurs rentrent, sortent, conservent leurs crypto-actifs, et puis surtout avec la crypto, il n'y a pas de barrière, donc on peut envoyer ces cryptos d'un portefeuille numérique à un autre, etc., etc. Et donc nous, l'idée, c'était de pouvoir apporter tout ce service à cette clientèle qui connaissait déjà la crypto. En gros, ce qui est toujours très compliqué quand on se lance dans la crypto, c'est de se créer justement une blockchain, avoir tout l'aspect technique qu'on n'est pas forcément très apte à faire tous, moi la première. Et donc Meria offrait justement ces étapes successives et puis un support et des outils pour le faire. C'est ça que tu dis ? C'est ça, ouais, exactement. En fait, quand Meria est arrivé sur le marché en 2017, qui s'appelait Just Mining à l'époque, et donc comme son nom l'indique, était spécialisé dans les activités de minage, donc avec des machines hardware justement pour pouvoir miner des crypto-monnaies. Et puis ensuite on a eu un revirement, et c'est pour ça aussi qu'on a changé de nom. Alors on a eu le revirement avant, mais parce qu'on est passé plutôt sur des protocoles de Proof of Stake, et donc c'est là où la véritable plus-value de Meria est entrée en jeu, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition de nos clients cette capacité de générer des intérêts sur leurs cryptoactifs. Donc c'est-à-dire que plutôt d'être juste exposé à la volatilité, eh bien nous, on offrait la possibilité de conserver ces cryptoactifs, de s'en servir pour en générer des intérêts. Et donc nous, en fait, notre métier, il est technique. On fait fonctionner justement des validateurs. Donc on opère des opérations sur la blockchain, on vient la sécuriser. Et pour cette sécurisation, ce travail effectué, la blockchain nous rémunère en crypto-monnaie native. Et ces crypto-monnaies-là, on les redistribue ensuite à nos clients. Vous êtes miners en fait ? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. Mais vraiment, notre rôle, et c'est vraiment ce qu'on veut faire passer, c'est que on est vraiment impliqué dans la blockchain, dans l'écosystème blockchain. On est proche des projets, on les aide à scaler, en fait, en quelque sorte aussi, à faire en sorte que le projet se développe, parce que plus un projet est utilisé, plus il y a d'opérations qui sont sécurisées, plus il grossit, plus il grandit, plus il est utilisé. Et donc, le simple fait de pouvoir bloquer des crypto-monnaies et en générer des intérêts, en plus, aligne les intérêts à la fois du projet et du client, puisque le fait d'être bloqué implique aussi qu'on va maîtriser la volatilité de ce projet-là, donc éviter qu'il se trouve volatile. Donc, on essaye d'inscrire nos clients vraiment aussi dans l'élaboration de ce marché, de cet écosystème et du fait qu'ils grandissent. C'est notre objectif. Ok, donc c'est votre seule activité ? La crypto ? Ouais, c'est notre seule activité. Ouais. Non mais c'est important, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment spécialisé, totalement alloué à cette classe d'actifs, que j'imagine tous les jours vous abreuvez, vous acculturez sur le sujet, et que c'est donc votre identité. J'ai envie de te poser la question qui va peut-être t'embêter, mais c'est quoi qui te distingue d'un Coinbase, d'un Coinhouse, pardon, tu vois, c'est quoi votre force, c'est votre valeur ajoutée ? Notre valeur ajoutée, je pense que c'est vraiment, encore une fois, la dimension technique. Ce qu'on fait justement auprès des différents projets blockchain, on a été les premiers à le faire en France. Et on est aussi, aujourd'hui, je pense, encore les seuls à le faire intégralement dans notre société. De A à Z, exactement. On est à la base. Et nos validateurs, ils sont opérés en France, tout est en France. On n'a pas de diversification, on ne place pas les fonds des clients sur d'autres plateformes. Donc en fait, c'est aussi le sujet qu'on avait vu à l'époque
à l'époque avec un FTX, lorsque les marchés s'étaient écroulés, le fait que plusieurs acteurs avaient placé les fonds de leurs clients chez d'autres acteurs, on a pu constater qu'au moment, lorsqu'ils ont voulu faire des retraits au moment de la panique, c'était compliqué. Donc vous, ça vous a pas touché, le Non, scandale? moins. Moins. Après, en fait, nous, l'idée vraiment, c'est que les clients sont propriétaires de leur crypto-monnaie chez nous. Lorsqu'ils achètent des cryptos, ils les achètent, ils en sont les propriétaires. Et ils ne sont pas bloqués. Ils peuvent partir, ils peuvent transférer justement leur crypto sur un autre wallet sans aucun problème, sur une autre plateforme. Mais comme ils en sont détenteurs et que leur crypto ne rentre pas à notre actif, à notre bilan, il n'y a pas de blocage en fait. C'est-à-dire que la crypto, elle continue d'exister et elle peut être transférée à tout moment. D'accord, mais le plus, c'est de conserver une crypto sur un long terme du 8-10 ans, on est d'accord? Oui, c'est ça. Après, justement, on a fait évoluer nos offres aussi. Parce que c'était compliqué de laisser les investisseurs se débrouiller tout seuls. Alors ça va avec ceux qui sont des spécialistes du Web3 qui s'intéressent à la technologie blockchain, donc ils savent quel projet sélectionner et autres. Mais il a fallu qu'on fasse évoluer nos offres aussi dans ce sens-là pour accompagner justement les clients et les acteurs de la finance traditionnelle. En partie, parce que finalement ça plaît à plus de gens que ça. Donc les offres de gestion sous mandat, de fonds thématiques, etc. ont beaucoup plu parce que il y avait ce besoin d'être accompagné pour les investisseurs et de ne pas être tout seul justement sur ce marché, mais que ce ne soit pas non plus une gestion qui soit du trading intraday, que ce soit géré par des machines. Nous, tout est géré par des hommes. C'est ça l'idée derrière. Vous gardez cet aspect équipes humain gérants, voilà. avec un conseil. C'est l'analyse fondamentale pure Ok. et c'est ce qui nous caractérise. D'autant que, étant donné que c'est une classe d'actifs ultra volatile Ouais. et sur lesquels on a besoin d'être rassuré, c'est quand même important d'avoir un humain derrière qui peut répondre à des questions, aux inquiétudes des investisseurs. Alors là, tu parles des investisseurs et moi j'ai envie qu'on parle au CGP. Aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Un CGP a un client, il lui dit voilà, j'ai envie de me lancer dans les cryptos. Donc c'est quoi les différents steps si on veut travailler avec vous? Généralement, oui, c'est ça. C'est la bonne. Enfin, c'est vrai qu'on a plusieurs approches de la part des CGP. Soit ils sont poussés par leurs clients, soit ils s'intéressent aussi d'eux-mêmes. Ça, on constate les deux cas. Et ben, généralement, ils se rapprochent de nous et ensuite derrière, donc c'est à ce moment-là qu'on arrive à mettre en place la relation. On explique exactement comment est-ce qu'on fonctionne. On essaie de donner un maximum d'informations et de documentation pour être le plus transparent possible, on va dire. Donc maintenant qu'on a quand même du track record sur nos offres, qu'on a pas mal de documents justement qui expliquent en détail nos activités, ça les aide. Mais dans le schéma, on va dire classique, d'abord on rencontre le CGP. Oui. Le CGP vient vers nous, on fait tout ce que je viens de te dire précédemment. Et après, en fonction des clients qu'il a et surtout de leur profil de risque, eh bien, on va l'orienter vers telle ou telle offre qu'on a. Soit le CGP effectivement a une dimension où il dit bon, moi j'ai envie de faire du conseil, je connais bien la classe d'actifs et vous avez des produits qui m'intéressent, donc je vais prendre la main dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une relation tripartite. On est vraiment, nous on travaille en collaboration. À chaque fois que je fais un rendez-vous avec un CGP et son client, on le fait à trois. J'ai pas de contact direct forcément avec le client parce que le client aime bien justement que le CGP garde la main sur l'ensemble de ses investissements. Et le CGP, lui, vient prendre des informations lorsqu'il en a besoin et les retransmet à ses clients. On fait aussi pas mal d'événements où on se rend chez les CGP pour parler à leurs clients. Ça nous arrive lorsque un CGP réunit 10-15 de ses clients qui sont intéressés par la classe d'actifs. Eh bien, il nous invite dans ses bureaux et on vient pitcher, Okay. En quelque sorte. On se Faire déplace. aussi des démos, j'imagine, Ouais. sur la plateforme. Exactement. Et donc l'idée après, il y a tout un processus de souscription qui se fait de manière digitale, alors qui est en train aussi de continuer de s'élaborer. Parce que c'est vrai que- D'évoluer. Ouais, d'évoluer parce que les CGP sont habitués aussi à une manière de fonctionner bien définie. Généralement, ils ont des outils qui leur permettent de piloter tous les investissements qu'ils ont pour leurs clients. Donc on essaye de tendre vers ça justement. Et comme on est une société jeune et flexible, donc on y arrive. On essaie de leur proposer aujourd'hui tout un panel d'outils, donc une interface pour qu'ils puissent piloter, monitorer les investissements de leurs clients, que tout le schéma d'onboarding se fasse de manière digitale et rapide, donc le processus de signature, etc. Donc pour que finalement, entre le moment où lui s'enregistre et fasse venir un client, etc., il n'y a que quelques jours finalement qui se passent avant de passer à la phase d'investissement pour son client. Quelques jours. Et C'est rapide. Ouais, et l'idée après derrière, c'est vraiment de l'accompagner sur le long terme. Donc sur une offre en gestion sur mandat, on va avoir vraiment tout ce qui est reporting, conseiller dédié, etc., pour vraiment coller au maximum au code. Tu conseilles d'investir comment, à quel rythme? Un Voilà. petit peu chaque mois. Oui, la meilleure approche, c'est ça finalement. Et c'est même des choses qu'on s'applique dans notre gestion à nous. C'est-à-dire quand un client nous envoie 30, 50 000 euros,
On les investit pas comme ça en D'un one shot coup. sur le marché. Au Ok. contraire, on analyse vraiment. À chaque fois, on a des comités d'investissement qui se tiennent toutes les semaines. On regarde ça de près. Et donc, le conseil qu'on donne aux investisseurs, effectivement, c'est d'y aller donc en DCA, la méthode de dollar cost average, qui permet justement de rentrer progressivement sur le marché, de lisser ses points d'entrée. Et on se rend compte que ça, sur le long terme, la performance, elle est bien supérieure Meilleure. à une entrée en one shot, finalement. Alors, tu es sur la perf, justement. C'est quoi vos promesses tenues? Pas de promesse. Il n'y a pas de garantie, mais la seule garantie qu'on peut fournir, c'est de fournir le meilleur travail possible. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire. On a plutôt des track records qui sont positifs sur l'année 2023, voire même très Positif, positifs. c'est quoi? C'est 2, 5%? Non, Allez, une moyenne, un ordre d'idée. on était plus sur du 40-60%. Ah ouais. Ouais. Ça peut paraître fou comme ça, mais c'est vrai qu'on était... Alors, il faut aussi regarder la Non, mais conjoncture à ce lycée moment-là. sur 10 ans, par exemple. Ah oui, non, lycée sur 10 ans, je pense qu'on serait... non, lycée sur 10 ans, encore Ouais. une fois, si tu regardes la progression de Bitcoin, Ether, Ok. etc., c'est énorme. Enfin, ce sont les actifs qui ont les mieux marché sur ces dernières Ok. années. Et donc, c'est relativement important. Nous, ce qu'on va vraiment apporter, c'est pas juste de répliquer, comme on peut le retrouver sur des ETF, parce qu'on on souhaite que ce soit aussi un peu de la gestion financière. Donc l'idée, c'est pas de prendre toute la performance d'un actif, ça va être géré de manière assez intelligente, c'est-à-dire que quand un actif va prendre trop de place dans un portefeuille, on va aussi le liquider, on va l'arbitrer, on va prendre nos plus-values. Ce que nos clients n'ont pas forcément réussi à faire en 2021 lors du dernier bull run. On veut leur apporter ce service-là pour leur Et dire... donc, les plus-values, c'est tous les combien, a priori? Un ordre d'idée? Ça dépend, en fait, Ça vraiment, dépend. ça dépend de la place qu'a un actif dans notre allocation. Si cet actif devient trop important, si on estime que son prix est déjà relativement élevé, on va l'arbitrer, mais on va quand même en garder une petite quantité pour justement prendre... Comme en encore- bourse, en fait. Et vous Exactement. réinvestissez le reste. Exactement, c'est ça. Après, on va avoir des stratégies qui vont servir plus à maîtriser la volatilité, d'autres qui vont chercher vraiment la performance en investissant sur des très jeunes actifs. Donc, on fait un peu de private equity dans la crypto, parce que c'est aussi notre dimension, enfin, c'est aussi notre force, c'est que comme on connaît bien cet écosystème, on peut aller sourcer des jeunes projets. Et donc, finalement, on en a un peu pour tous les goûts, pour tous les profils d'investisseurs. Et c'est le message justement qu'on fait passer au CGP, parce qu'on a des profils qui sont très dynamiques, d'autres prudents, surtout les profils entreprises, qui sont là, ouais, mais moi je cherche quelque chose d'un peu plus dynamique, évidemment, que du simple investissement sur des comptes à terme, par exemple, ou des contrats de capi. Je voudrais un truc qui stimule un peu plus. Et dans ces cas-là, on a aussi des solutions pour investir tout en restant sur les actifs stables. Sur les stablecoins, par exemple, on a des solutions de lending. Là aussi, c'est un terme un peu compliqué, mais ça consiste à prêter ces cryptoactifs au marché contre une rémunération. Ok. C'est le protocole DeFi, la finance Ça ressemble à une décentralisée. oblige, en fait. Ouais, en quelque sorte, c'est ça. C'est la finance décentralisée, en fait, qui est en train de s'installer et de créer des passerelles avec la finance centralisée pour justement apporter davantage de solutions, d'offres et de pouvoir s'exposer justement à d'autres actifs. De manière générale. Comment vous vous rémunérez? On se rémunère de plusieurs façons. On a évidemment des frais d'entrée en fait sur les actifs que nos clients achètent. Vous êtes à combien? On est, alors ça dépend en fait si tu achètes l'actif en spot, donc tu le détiens juste comme ça, ou si tu l'achètes en stacking. Ok. Le fait de le mettre en stacking va forcément augmenter un peu ton prix d'entrée, puisque nous on a une infrastructure technique derrière à faire tourner et tu perçois des rendements quantitatifs. Donc on est en fonction des actifs, en fait, ça évolue, on va être entre 1,5 et 4% de frais d'entrée. Ça dépend vraiment de l'actif, encore une fois. Si tu as du Bitcoin, c'est 1,5 d'entrée. Et puis après, pour les actifs, en fonction de leur rendement, etc., ça peut être un peu plus élevé. Et ensuite, on a en fait des fees liées à notre activité de stacking. Donc, on va prendre une petite partie des intérêts du client lorsque... C'est quoi une partie? On va prendre entre 5 et 10% des intérêts qu'il perçoit. Donc, on ne touche jamais au capital, on prend 5 à 10% des intérêts. Donc, on va lui redistribuer 90% de la perf et nous, on va garder en frais de fonctionnement justement ces 5 à 10%. Allons sur les offres maintenant. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va revenir justement parce que là, c'est vraiment ce qui va intéresser les CGP, vos offres. Et puis, ces fameuses e-learning, ces sont de formation, et puis aussi ce fameux livre blanc de 20 pages, de façon à comprendre un petit peu mieux justement à la fois comment vous êtes construit et puis ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à mes auditeurs. Oui, c'est vraiment
le pli qu'on a voulu prendre encore une fois sur ces 2 dernières années. On a pas mal travaillé sur la question, donc on s'est entouré à la fois de CGP qui faisaient déjà partie de notre réseau, en essayant de comprendre ce qui manquait, quel langage il fallait adopter, mais surtout qu'est-ce qu'il fallait apporter comme service complémentaire. Et on s'est rendu compte que c'était évidemment l'aspect formation qui était le plus important. Pourtant, il y en a pas mal, hein. Vous êtes beaucoup à me parler de formation. J'ai entendu tout à l'heure, on reviendra sur ce sujet très important, que les chambres ne vous suivent pas assez. Message à la CNCGP que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais on va en reparler. Pourquoi d'ailleurs elles mettent tant de temps à y aller. Mais bon, allons sur les offres et après on finira là-dessus. Oui, effectivement. Bon, après, c'est un peu normal, mais voilà, pour finaliser les offres, c'est vrai que le livre blanc, c'était l'aboutissement de plusieurs mois de travail, justement pour avoir une information, encore une fois, condensée et d'avoir... livre blanc, référence à Satoshi, bien sûr, j'imagine. C'est un clin d'œil, évidemment. Enfin, il faisait pas 20 pages d'ailleurs, hein, je crois. Non. Beaucoup moins. beaucoup moins. Mais avec nous, on n'a pas juste expliqué le protocole Bitcoin, mais au contraire, on a expliqué tout l'écosystème de la crypto, en tout cas pour ceux qui souhaitent investir lorsqu'ils viennent de la finance traditionnelle. Donc il a fallu faire un guide en fait des bonnes pratiques, d'avoir des informations sur le marché, où est-ce qu'on en était au niveau de l'adoption, où est-ce qu'on en était au niveau de la réglementation, comment est-ce qu'on pouvait justement investir dedans, quels sont les red flags à avoir. C'est très important parce qu'on en a qui veulent le faire eux-mêmes, mais qui vont pas forcément savoir comment analyser un projet. Il y a la question fiscale qui est aussi relativement complexe. On ne sait pas, alors est-ce que les plus-values latentes, est-ce que non, est-ce que c'est uniquement sur les plus-values lorsqu'on repasse de crypto à fiat. Et donc il y a tous ces points-là qui étaient un peu un flou. Pour les entreprises, j'en parle pas, c'était aussi compliqué. Et donc du coup, voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir ce condensé d'informations qui est validé et qu'on a co-créé justement avec à la fois des professionnels du secteur, donc des CGP, et à la fois d'autres professionnels de la crypto. Et donc c'est ce qu'on a fait justement au travers de ce livre blanc et au travers de la formation e-learning qui est validante DDA justement et donc qui va rentrer un jour dans les formations peut-être obligatoires justement que vont avoir les CIF et les CGP. Pour faire de la crypto. Pour faire de la crypto, exactement. C'est un livre qui est amené à évoluer, j'imagine, au fur et à mesure. Bien sûr. Et qui donne quand même les bases. Accès payant, gratuit. Gratuit. On a déjà eu pas mal de téléchargements, à peu près 1000. Depuis qu'on l'a lancé, on en a aussi donné en version physique. J'en ai une d'ailleurs ici, si ça t'intéresse. Avec plaisir, je suis preneuse. Ouais, écoute, je te donne tout de suite. Ouais, bien sûr. Je vais voir à quoi ça ressemble et puis je vais le décrire pour nos auditeurs. Donc voilà, donc ça donne les bases. C'est-à-dire que moi, pauvre petite femme novice, je peux comprendre en lisant ce livre, c'est ça ? Alors en effet, il est quand même assez fin, très sympa. Et donc voilà, donc c'est quoi ? C'est un espèce donc je vois des chiffres. Il y a des chiffres justement sur l'adoption, sur par exemple ce qu'ont déjà réuni comme liquidité les ETF. On a aussi donc des positions réglementaires, on a des témoignages de membres de chambres justement et de CIF et de CGP. Et puis aussi un petit peu qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qu'on voit ensuite derrière, quelle est l'offre de Meria. On donne aussi des indications sur les acteurs, quels sont ceux qui sont aujourd'hui PSAN auprès de l'AMF et donc qui peuvent exercer sur le territoire français. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter une information la plus exhaustive possible finalement. De la théorie à la pratique, et puis je vois qu'il y a une sorte de lexique, vous expliquez aussi les mots qui sont quand même très à chaque fois connotés crypto, en tout cas très utilisés dans le langage courant. Ça aussi c'est important. On a quasiment 10-13 minutes pour terminer. Moi ce qui m'intéresse aussi pour les CGP, c'est quel profil est-ce que déjà le profil crypto a évolué ? Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il n'y a plus d'âge aujourd'hui ? C'est pas forcément les milléniums qui vont sur les cryptos. C'est quoi toi ton constat ? Et puis terminer aussi sur c'est quoi la révolution ? Est-ce qu'elle est en marche et surtout vers quoi on va ? Vers quoi c'est inévitable d'aller ? Alors c'est vrai que pour répondre à la première question, on a de tout aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on a eu beaucoup de milléniaux au début, beaucoup de jeunes, on les a toujours, ils sont toujours là parce que ce sont eux ils ont grandi avec la classe d'actifs, donc ils la connaissent. Ils ont suivi un peu aussi les parcours des crises financières, donc ils ont regardé, l'histoire leur plaît. Il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure qui était populaire, justement, en fait un peu peut-être révolutionnaire, c'est ce que Bitcoin proposait. Mais c'est de l'ordre de la légende, hein. Et puis complètement, c'est né dans un contexte de crise, et donc ça a apporté quelque chose. On décentralise, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires, vous avez
cet argent est le vôtre, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que ça a été sulfureux au début, que effectivement peut-être les personnes un peu plus âgées ne comprenaient pas et voyaient donc du coup d'un très mauvais œil, mais c'est quelque chose qui a complètement changé aujourd'hui. Aujourd'hui on a à la fois, on a des clients très jeunes comme des clients plus âgés, des patrimoines justement plus importants, parce que c'est aussi ceux finalement qui sont le plus à même de pouvoir investir dans cette classe d'actifs, puisque si on part du principe que c'est 5% qu'on doit aller allouer à un patrimoine global, il faut les avoir quand même. Voilà, finalement Enfin ça dépend du montant que tu investis. Ça dépend du montant que tu investis, c'est pour ça qu'il faut toujours le faire à hauteur de ce qu'on est prêt à perdre, encore une fois, de le faire aussi à hauteur de ce qu'on a derrière. Moi je viens du monde de l'investissement traditionnel, donc évidemment je m'applique moi-même aussi des bonnes pratiques, de l'immobilier, de la diversification, etc. financière, et effectivement une part en crypto. Alors moi peut-être qu'elle est plus importante parce que je suis aussi passionné et que j'aime bien et que j'adore évidemment cet écosystème. Mais l'idée, oui, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas... il n'y a pas de profil type, alors on n'a pas de personnes très âgées peut-être, mais en tout cas ceux qui transmettent ensuite les patrimoines à leurs enfants, eux s'y intéressent beaucoup. Donc en fait on a quand Pourquoi même... parce que ceux qui en tout cas avec les family office avec lesquels on bosse par exemple aussi, ils ont la transmission de patrimoine qui passe d'une famille à une autre, c'est paru chez les CGP, et on s'est aussi rendu compte que pour se renouveler, les CGP, pour capter finalement aussi ces héritiers en quelque sorte, il fallait aussi pouvoir s'ouvrir à d'autres classes d'actifs. Est-ce que c'est moins taxé qu'une autre classe d'actifs ? C'est pas moins taxé, pas c'est forcément. juste que ça, pour eux, c'est dans la tête aujourd'hui, je pense, des 25-40 ans, c'est indispensable d'avoir de la crypto dans son portefeuille, dans une diversification. Parce qu'on a vu, au travers de ces différentes années, le pouvoir justement de diversification, le fait que ça n'augmentait pas la volatilité, que ça permettait justement de générer davantage de rendement. De ventiler en tout cas. Ouais, de ventiler, exactement. Et aujourd'hui, en avoir une petite part dans son portefeuille, ça a complètement du sens. Ça a complètement du sens. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une classe d'actifs qui est là pour durer. Qu'on le veuille ou non, qu'elle se fasse en France ou pas, ça se fera ailleurs dans tous les cas, parce qu'il y a une adoption qui est beaucoup plus importante dans d'autres pays du monde. Et même si on regarde aussi les différentes études qu'on a pu mener, que l'ADAN, donc l'association des cryptoactifs, a mené avec KPMG, on se rend compte que beaucoup de Français, de plus en plus de Français en ont entendu parler, de plus en plus de Français veulent en détenir. Et on est sur des chiffres qui sont passés de 12 à 30% en l'espace de très peu de temps. Est-ce que des personnalités avec une grosse notoriété comme Goldman, comme Éric Larchevêque avec Ledger, ont aidé un petit peu à évangéliser cette classe d'actifs, puisqu'on sait à quel point les Français sont attachés à certaines personnalités. Est-ce que pour toi, ça a du sens ? Ça a complètement du sens. On a besoin aussi de figures emblématiques justement qui poussent un petit peu ces classes d'actifs. Alors les acteurs traditionnels au début, donc c'était Goldman ou même JP Morgan, ont plutôt été, étaient pas forcément côté crypto avant, étaient plutôt des détracteurs. Aujourd'hui, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Et donc c'est vrai que c'est hyper important quand on a des acteurs traditionnels qui sont aussi reconnus. On prend l'exemple aux États-Unis aussi de BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs mondial. Évidemment, ça en tout cas, ça donne un gage. Et Éric Larchevêque, en plus, lui, juste pour rebondir sur lui, et puis Owen, notre CEO, dans le même ordre d'idée, justement, contribue beaucoup à la vulgarisation et à l'adoption. Mais c'est vrai que Éric Larchevêque, de par son image et de par ce qu'il a créé comme société, que ce soit la maison du Bitcoin à l'époque, puis Ledger, puis qui est devenu CoinHouse, oui, c'est hyper important, en tout cas pour que ça parle aux Français, que se dire tiens, en fait il y a des personnes qui ont réussi aussi dans cet écosystème-là, donc ça doit avoir un intérêt. C'est a priori des personnes qui ont des profils entrepreneuriaux très intéressants, mais encore une fois il faut le faire de manière mesurée. Si on se dit qu'on rentre sur la crypto pour faire fortune de manière instantanée, non, il faut vraiment que ça s'inscrive comme pour vos investissements en assurance vie, etc. Et il faut vraiment avoir un horizon d'investissement qui est long. Nous, ce qu'on recommande en fonction des stratégies qu'on met en place, c'est entre 4 et 8 ans pour les plus exposés, justement lorsqu'on investit sur des profils dynamiques dans des jeunes projets. Effectivement, il faut avoir un horizon d'investissement long. Mais tu connais le problème de l'approche de la crypto, c'est l'aspect liquidité. Oui. Donc c'est ça aussi qui peut freiner parfois quand on a besoin de revenus liquides. C'est assez liquide aujourd'hui. C'est assez liquide, ouais. C'est assez liquide aujourd'hui. Nous, on a des clients, donc plus de CGP effectivement, qui mettent en place des rachats programmés sur leur crypto et sur les rendements qu'ils génèrent. Et ça fait partie justement de ce complément de revenus qu'ils ont aujourd'hui. Et qu'ils prennent également sur d'autres actifs qu'ils détiennent. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de liquidités qu'on ne l'avait par le passé, et ça reste encore très peu à l'échelle des marchés financiers.
Mais justement, avec les ETF, avec la démocratisation, c'est appelé justement à grossir de plus en plus. Donc ça va nous aider, en plus de ça, à maîtriser la volatilité, le fait qu'il y ait plus de liquidité. Et puis ça va... Enfin voilà, il y a encore un potentiel qui est énorme si on regarde la capitalisation du marché crypto par rapport à ce que peuvent c'est être... 15-20%, non? Sur le marché? Ah La oui, répartition, même moi, si je crois. tu regardes, c'était la capitalisation d'Apple il y a encore pas longtemps, donc c'est 4 000 milliards. C'est quand même... Non, mais la répartition de la part mondiale des cryptos sur la part des marchés, je crois que c'est entre 10 et 20%. Oui, non, c'est assez faible par rapport effectivement à ce que représentent les marchés financiers traditionnels aujourd'hui, ou le marché immobilier, ou encore l'or, ou tout ça. Mais voilà, Bitcoin par exemple est en train de remplir aussi cette casquette d'or numérique, donc commence à se légitimer aussi beaucoup là-dessus. Plus facile de se balader avec des bitcoins qu'avec des lingots. Alors tu parles d'or justement, on a vu cette classe d'actifs exploser, même si ça a toujours été un engouement populaire, traditionnel cette année. Est-ce qu'il y a une crypto vraiment liée au cours de l'or? Qui est indexé au cours de l'or. Ouais. Non, bah oui, tu en as certaines qui vont répliquer le cours de l'or, justement, qui vont être adossées à de l'or, un peu comme des stablecoins, mais sur de l'or. Mais sinon, non, qui répliquent parfaitement. Enfin, Bitcoin remplit, on va dire, à peu près les mêmes fonctions que ce que l'or, justement, représente. Mais oui, en fait, il y a des produits crypto qui commencent à s'indexer dessus parce que c'est aussi une demande qu'il y a du marché Web3. Parce qu'on a besoin de cette tokenisation aussi d'actifs réels. Vers la crypto, puisque ça permet aussi à ces acteurs-là de s'ouvrir de nouveaux marchés. Alors, nouveaux marchés, mais aussi de donner du sens à quelque chose qui est instruit dans nos mémoires, dans nos traditions, et donc peut-être donner plus encore de pouvoir et plus de crédibilité. Enfin, moi, je vois ça comme ça, tu vois. Ouais. Mais je partage complètement cet avis-là. Ça donne encore plus de crédibilité. On s'en rend compte avec les nouvelles narratives du moment que sont la RWA, donc Real World Asset, qui va permettre justement de tokeniser des actifs du monde réel vers le monde de la crypto, et donc permettre à ces acteurs-là d'avoir, en plus de ça, donc de nouveaux marchés qui s'offrent à eux, et puis une accessibilité qui va être beaucoup plus importante. On s'en rend compte, la tokenisation d'actifs immobiliers, d'actifs financiers, ce sont des narratifs qui ont complètement le vent en poupe aujourd'hui. Edouard, c'est quoi l'actualité de Meria et un petit peu les enjeux du second semestre? L'actualité de Meria, Meria va bien, c'est assez important de le souligner. On a beaucoup recruté sur ces Vous êtes combien aujourd'hui? dernières années. On est une 50aine. Quand je suis arrivé, on était plutôt une 20aine. Ouais, on était moitié moins. Et on a fait partie de ces sociétés qui ont recruté pendant cette période qui a été un peu néfaste pour l'écosystème crypto. On s'est étoffé, on a fait rentrer davantage d'experts et aussi de jeunes passionnés pour nous aider à compléter notre offre, nos outils, et pour pouvoir adresser justement de plus en plus les acteurs de la finance traditionnelle. Donc Meria va bien. On est très content de là où on en est aujourd'hui. On est très content de développer ce qu'on continue de développer, donc de garder finalement notre ADN qui est vraiment cet aspect technique, et de pouvoir interagir avec l'écosystème crypto, également de répondre aux besoins de nos clients qui viennent au travers de la plateforme, nos clients historiques et les nouveaux qui arrivent, et puis effectivement aussi cette partie finance traditionnelle, ou plus généralement en fait d'investisseurs qualifiés qui souhaitent pouvoir se diversifier mais que ce soit géré pour eux. Donc voilà, on a réussi à se doter un peu comme une institution financière traditionnelle de plusieurs pôles au sein même de Meria, donc comme un asset manager, une banque privée, etc. On a réussi à le dupliquer en interne chez nous, et donc ça on en est très content parce que ça a vraiment été justement 2 grandes années de travail. Et puis après voilà, on est aussi soumis aux aléas du marché crypto, donc qui est toujours très volatile. On est dans la pré-halving, donc on est dans cette phase aussi de correction qui est voulue par le cycle, en tout cas qui historiquement c'est vérifié. Mais qui est saine. Qui est saine, ouais. Qui est saine, et il faut pas céder non plus. Il faut pas céder aux paniques qu'il peut y avoir sur le marché. C'est ce qu'on dit à nos clients. C'est vrai que c'est pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est toujours très de voir étrange. Autant, parfois on le voit cette semaine, un gap autant entre le cours, mais c'est aussi lié au contexte politique. Tout à fait. C'est le contexte politique, c'est lié à la classe d'actifs en elle-même, puisque effectivement tout ça est très lié à la macroéconomie. Lorsque ça va pas bien, les cryptoactifs étant considérés comme l'actif le plus risqué dans une allocation, c'est celui qu'on va vendre en premier. Donc on a des grandes fluctuations
situation là-dessus. On se rend compte aussi qu'il y a un peu une dominance Bitcoin Ether, donc il y en a qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut plutôt que je m'oriente sur ces actifs-là ou est-ce que je garde mes altcoins derrière? Mais on est sur une correction qui est plutôt naturelle et sur un marché qui va plutôt bien, mais qui attend encore justement d'avoir le retour justement des investisseurs retail, des investisseurs institutionnels. Mais aujourd'hui, il représente une opportunité assez importante lorsqu'on compare aux marchés traditionnels qui sont quand même très hauts. C'est aussi peut-être ça, finalement, le désamour qu'il y a eu aussi pour la crypto peut-être depuis quelques temps, c'est qu'on a des actifs côté traditionnel, côté tech justement, Nasdaq, on a Nvidia, on a OpenAI qui ont cartonné depuis le début de l'année et qui font des perfs extraordinaires. Et donc forcément, dans la tête d'un investisseur, on va peut-être te dire pourquoi est-ce que j'irais prendre plus de risques finalement sur la crypto qui va peut-être même moins me rémunérer. Alors ça c'est vrai, là aujourd'hui sur ce laps de temps, ce sera moins demain parce que voilà, on va atteindre quand même des prix exorbitants sur les marchés financiers traditionnels, alors que la crypto reste aujourd'hui à des prix très attractifs, des prix d'entrée en tout cas qui sont très attractifs et très loin de ce que ont pu être leur ATH, donc leur all-time high, leur point le plus haut du dernier bull run en 2021. Si on veut se rapprocher de Meria, j'imagine sur LinkedIn qu'on peut te contacter, Edouard Belliard, B-E-2-L-I-A-R-D. Bien sûr, LinkedIn Meria, j'imagine. Tout à fait, oui. On se sert beaucoup de LinkedIn aussi pour communiquer sur nos différentes participations. On est présent à beaucoup d'événements traditionnels aussi. La semaine dernière, j'étais au sommet du patrimoine et de la performance, justement organisé par Leaders League. On a pu faire une table ronde justement et répondre aux questions des CGP sur la place des cryptoactifs. Participer effectivement à Patrimonia, soit par le biais d'un stand, soit en participant libre. Mais voilà, on essaye de participer vraiment à de plus en plus d'événements, de se rendre disponible pour les CGP. Donc oui, on est disponible évidemment sur LinkedIn. Il ne faut pas hésiter à suivre nos actualités justement. Et puis on va aussi commencer à publier des newsletters un peu plus régulières. Et justement, l'idée maintenant, c'est pas uniquement de faire c'est pas juste de donner une situation du marché au travers du livre blanc, mais de montrer aussi les étapes qui arrivent derrière. Et pour les CIF et les CGP, elles sont nombreuses encore, comme je le disais, sur l'aspect réglementaire, mais aussi sur l'investissement. C'est un marché qui bouge beaucoup, donc on va essayer vraiment de donner une information très régulière au CGP au travers soit de nos newsletters perso, soit au travers de nos partenaires aussi avec qui on en publie. L'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner dans la durée et de donner une information toujours juste pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas faire. En tout cas, nous, nos conseillers sont là pour y répondre et on a évidemment toutes les réponses à vos questions. Merci Edouard d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Passion Pat. C'était très intéressant. Je suis sûre que les CGP qui me suivent et ont écouté ce podcast ont appris beaucoup de choses et je suis certain que vous allez être contactés. On se retrouvera à des événements, je pense, j'en suis certaine, à la rentrée en septembre et octobre, que ce soit chez Orso ou ailleurs. Voilà, écoutez, si vous voulez contacter, vous l'avez bien compris, Edouard Belliard, allez directement lui parler en message privé sur LinkedIn ou allez sur la page Meria. N'hésitez pas à vous informer, vous documenter parce que c'est une société qui a de l'avenir, qui a du sens et qui cartonne depuis un certain temps. Voilà. Comme d'hab, si vous avez aimé cet épisode, likez, partagez. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations sur Meria ou sur autre chose. Je vous souhaite une belle journée. Salut!